Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Essentiel. Dans cette mini-série, Charles-Édouard et moi-même, on va vous parler de la carrière d'un cinéaste qui nous semble important, Henri-Georges Clouzot. Qui était-il ? Qu'a-t-il réalisé ? Pourquoi a-t-il été encensé, critiqué, oublié ? En quelques épisodes, nous allons balayer toute la carrière de ce réalisateur hors norme, comprendre son style et tenter d'étudier son influence dans le cinéma moderne. Après le premier épisode, le premier film de Clouzot, L'assassin habite au 21, nous allons parler ce mois-ci du Corbeau. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour David. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien, je me porte tout simplement comme un charme. Je suis ravi de l'entendre et moi également, je suis content d'être à tes côtés pour discuter du deuxième film d'Henri-Georges, Le Corbeau. Ah pareil. Surtout que celui-ci, il y a beaucoup de choses à en dire. Exactement, ouais. Là celui-là, on commence à taper vraiment dans le sérieux là. C'est ça, on attaque les choses sérieuses. Ouais. Et comme toujours, un rappel, on va divulgacher à fond la caisse, on va raconter la fin, on va dire qui a fait le coup. Donc, regardez le film si vous ne l'avez pas encore vu. Exact, ouais. Allez, c'est parti, à toi Charles-Édouard, pour nous raconter un petit peu l'histoire. Je dirais que la ville entière partage son désir de vengeance. Comme autrefois, la chouette était fixée sur la porte des granges. Tu seras cloué sur la porte du cimetière. Oiseau de sang, oiseau noir, corbeau. Là, on vient de parler de L'assassin habite au 21, donc on a vu que Clouzot est rentré à la Continentale, qui est donc cette fameuse société française, mais qui est dirigée en réalité par un Allemand, et par l'Allemagne même, on peut le dire. Clouzot, donc, il est déjà en place, quoi. Ça y est, ça marche, ça tourne. Là, il a fait son premier film, ça a marché, tout le monde est content, quoi. Et puis, il cherche désespérément même un sujet pour son deuxième film. Et en fait, il va retrouver un scénario qui date de 1937, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Louis Chavance, qui a été quelqu'un après relativement important dans le cinéma français, même si c'est des années même assez éloignées maintenant, donc on n'y pense plus tellement. Mais c'est quelqu'un qui a eu une petite carrière quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Louis Chavance, il écrit un scénario qui parle d'une affaire qui a eu lieu en 1922, en France, qui s'appelle l'affaire de Tulle. L'affaire de Tulle, elle est hyper importante pour deux aspects. Premier aspect, c'est qu'on sort d'une affaire qui a passionné les Français, qui s'appelle l'affaire Landru, sur laquelle je ne reviendrai pas parce que sinon on va y passer des heures. Et c'est un peu l'affaire qui vient après l'affaire Landru. C'est-à-dire que là, vraiment, les journalistes l'ont traité comme tel. C'est-à-dire, ça y est, on a la nouvelle affaire qui va passionner les Français. Et la deuxième chose importante de l'affaire de Tulle, c'est que c'est vraiment le Corbeau, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est une affaire qui traite de lettres anonymes, de dénonciations. Enfin, ça a mis un ramdam pas possible. Et c'est remonté jusqu'à Paris. Donc, ça a vraiment eu une incidence folle sur la vie française. Donc ça, c'est deux choses. Il y a un petit truc qui est rigolo, qui indique bien ce qui va se passer, c'est que pendant l'Exode, donc dans l'épisode 1, quand je vous ai présenté Clouzot, je vous ai raconté que Clouzot était parti en Exode, quoi, comme tous les Français, comme tous les Parisiens. Quand l'Allemagne et quand les Allemands entrent en France, il y a une grosse partie de la population qui s'en va, en fait, qui laisse tout derrière parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, quoi. Il va croiser, pendant l'Exode, il va croiser Jean Cocteau. Et ils discutent un peu tous les deux, ils réfléchissent un peu à ce qu'ils pourraient faire, et Jean Cocteau lui dit « Il y a deux films qui m'intéressent. Si je devais faire des films là maintenant, il y a deux projets qui m'intéressent. Le premier, c'est Tristan et Iseult. Et donc il veut faire une adaptation de Tristan et Iseult. Et d'ailleurs, il la fera. Alors je sais plus comment elle est intitulée, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. J'ai pas trouvé de film qui s'appelle Tristan et Iseult de Cocteau. Mais peut-être que c'est un film qui porte un autre titre et qui en fait est une adaptation de Tristan et Iseult. Et le deuxième film qui m'intéresserait, c'est sur l'affaire de Tulle. Et Cocteau écrira d'ailleurs plus tard, j'ai fait le premier et Clouzot a fait le deuxième. Ils s'entendaient bien, ils avaient une bonne relation tous les deux. Alors maintenant, il reste à convaincre la Continentale qu'il va falloir faire ce film, quoi. Et là, on a un gros problème, comme tu peux t'imaginer, parce que en fait, l'affaire traite de lettres anonymes, donc de dénonciation, de délation, quoi, en fait, ni plus ni moins. En tout cas, c'est clairement la métaphore et le truc qui se fait, la comparaison qui se fait. Et le problème, c'est que énormément d'arrestations et d'entraves à la résistance se fait grâce à la délation en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y avait des chiffres, j'ai lu des chiffres comme quoi en gros 50% faisaient ça parce qu'ils espéraient en tirer de l'argent, et en réalité il n'y a que 10% qui sont des gens qui veulent un profit personnel, enfin je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais tu sais, qui veulent en tirer de la gloriole, ou qui veulent juste se venger d'un voisin qu'ils aiment pas, ou ce genre de truc. Enfin c'est quand même quelque chose qui existe, quoi. Voilà. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Au total, il y aurait quand même eu à peu près 3 millions de dénonciations anonymes pendant la guerre, quoi, donc c'est quand même pas rien. Et maintenant il faut réussir à convaincre
la Continentale que si on va faire un film à propos de ça. Donc inutile de te dire qu'ils n'en veulent pas. Personne n'en veut. À la Continentale, ils trouvent que le film est trop violent et trop dur. Et Greven, qui est le monsieur qui dirige la Continentale, comme je vous avais dit dans le premier épisode, Alfred Greven, lui, il trouve carrément qu'il est trop dangereux. Voilà. Et puis ça contrevient à l'idée de la Continentale qui était de faire des films divertissants, légers, qui vident la tête des Français pendant cette période difficile. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Oui, tout à fait. Ça contrevient à ça. Et en plus, il y aura un retour de bâton qui sera violent. Mais ça, je vais peut-être en parler après, une fois qu'on aura parlé du film. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, je sais pas. Oui, juste une petite précision. Je pense que le film basé sur Tristan et Iseult, donc Cocteau a écrit le scénario, c'est L'Éternel Retour de Jean Delannoy, qui date aussi de 1943. Okay. Coïncidence ? Je ne crois pas. I think not. Ok. Bon, écoute, petit jingle et puis on parle du film. Seulement il faut vous méfier, ouvrir l'œil. Quand ces saloperies se déclarent, on ne sait pas où elles s'arrêtent. Toute la ville peut être infectée. Donc le film commence, ou plutôt la production commence. Là, Clouzot, il va vivre un enfer, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il a fait un film qui s'appelle L'Enfer. Donc le film est... Tu es en forme ce soir. Oui, je suis très en forme. Je suis extrêmement en forme. Je te l'ai dit, je me porte comme un charme. Je ne mens pas. Je ne mens pas à nos auditeurs. Le film sera filmé à Montfort-d'Amaury, dans les Yvelines. Donc c'est à peu près 1 heure de Paris. Il faut y aller en train. Alors ça, Freinet, il déteste. De toute façon, Freinet, il a détesté le tournage. Le seul truc qu'il dit, c'est c'était horrible, il fallait se lever tôt, on prenait des trains qui n'allaient pas vite, on faisait des journées folles, j'étais très très mal à l'aise quand je tournais mes scènes avec Ginette Leclerc. Bref, ça lui a pas plu du tout, quoi. Du tout. C'était vraiment pas son truc. Et d'ailleurs, ce sera la dernière collaboration. Alors c'est pas lié au fait que le film s'est mal passé, c'est bizarrement d'ailleurs pas non plus lié, ou en tout cas pas qu'on sache, avec l'après, puisque le fameux retour de bâton. Mais en tout cas, ça va pas bien se passer, quoi. C'est compliqué, il y a des menaces de démission, il y a des tensions, il y a des sanctions qui sont prises, il y a même une partie du décor qui est détruit avant que les plans d'ensemble ne puissent être tournés. Vraiment, Greven ne fait strictement aucun effort pour faciliter le tournage. Ça se passe très mal, quoi. Il en veut pas. Il veut pas de ce film et voilà, quoi. Ça se passe très très mal. Mais je me demande même si ça n'a pas été finalement positif, parce que c'est un film qui parle de tension, de malaise, et le personnage de Freinet est vraiment un peu tiraillé de tous les côtés, donc je me demande si quelle part d'impro et quelle part de ouais, mais c'est ce qu'il dit, il dit que ça lui a permis de jouer en fait un personnage un peu moins ouvert que d'habitude il joue de façon plus ouverte et tout. Là il est vraiment, et en fait j'avais pris des notes là quand je l'ai revu, parce que je l'ai revu hier donc pour le podcast. Je disais, et à un moment donné je me suis aperçu, putain, mais il maugrait. Il marmonne toutes ses répliques, quoi. Il est toujours dans un espèce de... Il est tout le temps en tension, et en même temps il est jamais... c'est ça. Ouais, il est en dedans, quoi. Il est en dedans. Il joue en dedans. C'est assez incroyable, quoi. Au niveau du cast, tu veux peut-être nous parler un petit peu du cast, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que t'aimes bien. Oui, alors on retrouve évidemment Pierre Freinet dans le rôle principal qui était déjà dans L'Assassin habite au 21, qui joue le docteur Germain, le docteur un peu mystérieux, donc on n'est pas trop le passé, qui demande, je cite, l'apaisement à la vie, tout un programme. C'est vrai. Ensuite, Ginette Leclerc, qui joue Denise Saillance ou Saliance, ça s'écrit Saillance, ça se prononce Saliance, on ne sait pas trop. Donc là, on reparlera un petit peu de son personnage, la femme fatale, mais qui cache aussi un secret. On retrouve, enfin, avec plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, une partie du cast de L'Assassin habite au 21, Pierre Larquet, qui joue le docteur Vorzay. Incroyable. Celui-là, assez formidable. Vraiment... Noël Roquevert, alors, dans un plus petit rôle, donc qui est moins important que dans L'Assassin, qui joue le frère de Denise. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de Noël Roquevert, j'ai une petite anecdote qui te donne bien l'ambiance sur le set, et qui vraiment, je trouvais tellement à l'image de Clouzot, quoi, de tout ce qu'on peut lire et tout ce que j'ai pu lire, enfin tout ce qu'on a pu lire sur lui, ou écouter ou entendre, enfin peu importe. En fait, Noël Roquevert, il portait une chevalière en platine à l'époque, au petit doigt. D'ailleurs, on la voit dans le film. Et en fait, il s'est aperçu trop tard, genre après quelques jours de tournage, qu'il l'avait jamais enlevé. Donc il a dit je vais l'enlever, et on lui a dit non, vous la gardez. Il fait oui, mais j'ai une scène où je dois gifler Ginette Leclerc, et ils ont dit tu la gardes. Et donc, quel est le problème ? C'est ça, exactement. Et en fait, donc la scène arrive, il la gifle, mais il la gifle mollement, puisqu'il fait un aller-retour, c'est ce qu'on appelle vulgairement un aller-retour quand j'étais gamin, quoi. Et il lui fait donc son aller-retour, il lui fait première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça fonctionne pas. Et en fait, Clouzot vient se poster derrière lui et lui dit littéralement, mais enfin, allez-y, nom de Dieu. Enfin, tu vois, genre vraiment, qu'est-ce que vous attendez, quoi. Et Ginette Leclerc donc lève les yeux face à Noël Roquevert, elle dit, faites-moi mal. Et donc,
il la gifle et en fait vraiment là tu le vois dans le film, de toute façon elle en prend une, enfin ça fait mal au cœur quoi. Ouais. Et quand ça a été fait, visiblement Clouzot était très très satisfait. Voilà. Parce qu'il cherche toujours la vraie émotion, le vrai ressenti. Donc là, il a dû la voir, quoi. Enfin, elle a dû la voir plutôt. Ça c'est sûr, oui. Elle, la pauvre, c'était vraiment... Enfin, bon, ouais, c'est une autre époque, hein, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Et il y a aussi donc Antoine Balpétré qui joue le docteur Delorme, qui avait un petit rôle, celui de ministre dans l'Assassin. Donc vous l'aurez compris, ça se passe pas mal autour d'un hôpital et de rôle de médecin. Et donc le dernier médecin, le docteur Bertrand, est joué par Louis Seigné, qui est le grand-père de Mathilde et Emmanuel Seigné. Ah, je savais pas ça. Oui, une petite anecdote donc qu'on retrouvera après, un grand acteur du cinéma français de cette époque, qu'on retrouvera dans Le Président, Le Pacha, Monsieur Klein, etc. Le Président, excellent. Ouais. Et qui jouera aussi dans La Vérité et les Espions de Henri-Georges Clouzot, dont on vous parlera plus tard. Ah ouais, super, je savais pas du tout qui jouait. Je savais pas du tout que c'était lui, quoi. Attends, oui. Mais c'est le docteur Bertrand ? Le docteur Bertrand, avec les lunettes, là, le mec un petit peu pincé, oui, pas sympa, quoi. On peut même dire le pédant, hein, parce que franchement. Le pédant un peu connard, hein. Oui, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Et puis il y a aussi, dans la petite jeune, la Rolande, 14 ans, dans le film, qui joue la nièce, la fille de Salien, c'est la nièce de Denise. Ouais. Donc une petite adolescente. Et puis, j'ai pas retenu son nom là sur le coup, mais le sous-préfet. Une petite anecdote, tu sais, vraiment la critique de l'administration, du discours, de la pédanterie. Et c'est l'acteur qui joue le père d'Antoine dans Les Tontons Flingueurs. Ah tiens, ok. Voilà, bon, okay. C'est une petite, on le connaît plus pour ça, hein, finalement, le gars qui est un peu lunaire, quoi. Ouais. Voilà, bon, c'est rigolo de le voir là dans un rôle un petit peu plus décalé. Ouais, ce rôle est super, hein. On le déteste, quoi. C'est ça. Et puis, donc, Micheline Français, Elena Masson. Donc, j'allais te dire, parle-nous un peu des femmes, quoi. Parce que... Voilà, les deux autres femmes. En fait, il y a 3 femmes, hein, c'est pas... Enfin, 4, non, en fait, 4 femmes avec Roland. Donc, Ginette Leclerc qui joue Denise, qui joue la femme fatale. Donc, ça, il faut quand même savoir que Ginette Leclerc, enfin, tu vois, nous, on la connaît. Enfin, moi, j'en ai même jamais entendu parler de Ginette Leclerc, je savais pas pour toi. Moi, même pas mes parents m'en ont parlé, tu vois. Donc, non, moi non plus. C'était quelqu'un qui a vraiment eu son petit succès, quoi, comme qui dirait, et qui jouait. Enfin, elle était considérée comme une beauté incroyable, quoi. Bon, c'est vrai que quand tu revois le film aujourd'hui, je crois que je préfère quand même Micheline Français, même si le rôle est pas pareil, mais c'est là que tu t'aperçois que les standards de beauté ont vachement changé. Ah oui, bon, c'est une belle femme, mais c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est certain. Et puis elle est très très, surtout ce qui nous intéresse, quoi, elle est très très bonne dans le rôle. Ouais. Elle est vraiment fantastique, quoi. Mais c'est marrant qu'on la connaisse pas. Et alors, tu verras, on en parlera après quand on parlera des retombées du film. Ça n'a pas été tout rose après la guerre, hein, pour elle. Ça s'est pas bien passé. Mais c'est marrant, tu vois, parce que j'avais un souvenir. Quand j'ai revu le film, j'ai plus apprécié son jeu et sa manière d'être, puisqu'elle a quand même, un ton et une diction qui sont assez datés et un peu comme ça, un peu de l'époque. On rappelle à nos auditeurs qu'on est en 1943. Hein, voilà, c'est ça. Et ça m'avait un peu agacé. J'aimais beaucoup le personnage, mais j'ai trouvé qu'elle jouait un peu en décalé par rapport aux autres. Et puis finalement, à la revoir, ça m'a moins choqué. Et surtout, le fond de ce qu'elle dit et de ses dialogues, sa psychologie sont vraiment exceptionnels. Alors, on va en reparler quand on va parler du film, tout de suite après, là, dans peu de temps, mais je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Et c'est d'ailleurs confirmé par la relation qu'elle a eue avec Clouzot. Clouzot, elle dit, il m'a flagellé mentalement pendant tout le tournage, mais elle dit aussi que Clouzot l'appelait mon violon. Il était complètement fou, entre guillemets, d'elle, dans le sens où il me connaissait complètement mentalement, il savait exactement quoi faire pour obtenir quel résultat, et ça se voit parce que pour moi, c'est le vrai personnage principal du film. Mais on va en parler là dans quelques instants. Je voulais juste dire un petit mot sur Elena Masson. Donc, faut savoir que ce film-là ne se fait pas avec Suzy Delair, donc il avait fait L'Assassin d'Obito 21, où Suzy Delair reprenait son fameux rôle qu'elle avait déjà eu dans le dernier des 6. Là, en tout cas, Clouzot considère qu'il n'y a pas de rôle pour elle. Et en fait, elle va lui conseiller Elena Masson. Elle lui dit, tu devrais prendre cette fille. Donc, il voit un film, je me souviens plus le film, et effectivement, il dit, oui, d'accord, elle est vraiment bien. Elena Masson, elle a un rôle horrible, en fait, quoi. Vraiment, c'est pas du tout un rôle agréable à jouer. Et elle le fait aussi vraiment. Elle le fait très, très bien. Ouais. Et puis, Micheline Français, aussi bien dans ce rôle de jeune femme un peu, je vais dire, prude ou coincée. Oui, il y a un côté un peu Sainte-Nitouche, quoi. Un peu Sainte-Nitouche. Donc voilà, c'est un peu les différents aspects de la femme, mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard.
Ouais, et ben écoute, je te propose même que tu m'en parles tout de suite. On écoute un petit jingle, un petit extrait du film comme on fait d'habitude, et puis on parle du film. Mais ma pauvre fille, les gens sont ce qu'ils sont. Un honnête homme reste un honnête homme, un coureur reste un coureur, et une... Fille reste une traînée, n'est-ce pas? Vous avez peut-être raison, docteur. Et dans ce cas-là, je vous plains. Car vous êtes toujours ce qu'il y a de plus triste et de plus étranger à la vie. un crétin. Oh non, un bourgeois. Eh bien écoute, si tu es d'accord, je vais te pitcher le film. Oui, avec grand plaisir. Puis tu me dis si tu as des choses à rajouter, hein, comme toujours. Alors, Germain, un médecin de province froid et méthodique sans beaucoup d'empathie, reçoit une lettre anonyme l'accusant d'être un avorteur et l'amant de Laura, la jeune femme du docteur Vorzé, discrète et bien sous tout rapport. Bientôt, c'est tout le village qui est victime de ce corbeau et chacun reçoit sa lettre de menace, chacune d'entre elles exposant les conduites déviantes des habitants du village. Ceux-ci s'organisent afin de trouver le coupable et de le confondre, révélant par là même leurs travers et le jugement qu'ils portent sur leurs concitoyens. Eh ben, ça me paraît pas mal du tout. Bon, je suis pas mécontent de ce petit pitch, tu vois. Je trouve que c'est... Voilà, donc en gros, c'est le film qui a démocratisé l'expression « le corbeau ». Un auteur de lettres anonymes, oui. Voilà, exactement. Parce que dans l'affaire de Tulle, c'était l'œil du tigre, je crois. Exactement, c'est ça, c'était l'œil du tigre. Et le scénario de Louis Chavance, à la base, s'appelait l'œil de serpent. Ah oui, d'accord, on retrouve... c'est marrant que ce soit des animaux à chaque fois qui sont en plus très différents, quoi. Ouais. Et tu vois, hier, je regardais le film, il y a un plan où on voit Elena Manson, donc Marie, l'infirmière, passer, il se cache pour pas qu'elle les voie, et il y a un plan de dos où elle est au centre de l'écran, et on dirait vraiment un corbeau, quoi. Je pense que c'est vraiment voulu. C'est une, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une religieuse. Donc elle a une grande cape noire, et j'y me suis rendu compte, elle s'appelle Marie Corbin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Corbin, corbeau, vrai, voilà. Et ils disent c'est la Corbin, c'est la Marie Corbin, et c'est le corbeau. Ouais. Donc voilà, on retrouve ça, quoi. Et je voulais aussi dire que oui, au début du film, il reçoit la lettre et le gars signe, enfin pas signe, mais dit j'ai l'œil américain. Exact. Donc je retrouve là l'œil du tigre, œil de serpent, œil américain. Je connaissais pas cette expression qui veut dire donc je vois tout, je peux voir un peu sur les côtés, quoi. Et je me suis demandé d'où ça pouvait bien venir cette expression quand j'ai vu ça, c'est vrai. Alors j'ai regardé, ça se retrouve dans le dernier des Mohicans, par exemple. Tu vois. Voyez-moi ça. Voilà, c'est tu retrouves ça dans la littérature un petit peu. Ça veut dire voir sur les côtés, voir derrière lui, enfin voilà, être aux aguets. Bon, c'est fort à propos, hein, c'est fort à propos. Bah tout à fait, on se retrouve bien là-dedans. Juste un petit mot de la musique de Tony Aubin, parce que j'ai découvert hier au début du film, il y a de la musique, quoi. J'étais un peu genre waouh, oui. Et puis en plus c'est bien, tu vois. Moi, je connaissais pas du tout Tony Aubin, et en fait, c'est normal puisque il a pas fait grand-chose, quoi. Donc, j'ai fait des recherches, je me suis dit tiens, je connais pas. Moi, j'aime bien la musique de film, donc je me renseigne un peu, et puis j'écoute Total Tracks, qui est un fabuleux podcast que je recommande à nos auditeurs si vous ne le connaissez pas sur la musique de film. Et lui, il a surtout fait du travail après en tant que musicien entre guillemets pour de vrai, quoi, pas seulement pour le cinéma. Pour le cinéma, il a fait relativement peu de choses au final, mais très très beau morceau d'ouverture, de générique, quoi, vraiment. Très très bien, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé du film, David ? Dis-moi un peu. Alors, juste une dernière chose. On va pas y arriver. Je suis désolé. Non, vas-y. J'y ai pensé pendant en fait que tu racontais un petit peu l'histoire de la vie de Clouzot et qu'il avait rencontré Joseph Kessel. Ouais. Joseph Kessel, donc qui est évidemment un écrivain majeur, mais qui est aussi l'auteur des paroles, entre autres, enfin avec d'autres, du Chant des Partisans. Exact. C'est une chanson qui date de 1943 et dont la première phrase c'est « Ami, entends-tu le vol noir du corbeau ?» c'est rigolo. Voilà, j'arrête là les petites coïncidences rigolotes, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, coïncidence, je ne crois pas. C'est rigolo, non, je savais pas du tout ça, c'est marrant. Je vais donc pouvoir te dire ce que je pense du film à présent. Je sais que j'ai cru comprendre que ça t'intéressait. Écoute, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je l'avais vu il y a quelques temps, je l'ai revu pour l'émission avec grand plaisir, et c'est vraiment impressionnant de voir. C'est quand même, j'en avais dit pour l'Assassin Buto 21, c'est un premier film. Là, c'est un deuxième film. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est réussi, qu'est-ce que c'est maîtrisé. J'étais comme toi. À la fois, dans le fond et dans la forme, je veux dire. Dans les dialogues, dans la psychologie des personnages, dans l'histoire, le rythme. Encore une fois, ça dure 1h30. Même si à l'époque, on faisait des films courts, il se passe beaucoup de choses au niveau de l'enchaînement des événements. Et, j'ai envie de dire, pas grand-chose à la fois.
en termes de diversité. C'est des gens d'un village qui reçoivent des lettres, ça les choque, évidemment, et ils en discutent. Oui, et ils vont d'un point à l'autre du village pour discuter de la même chose. Un coup à l'hôpital, un coup au club, machin, un coup au c'est ça, je suis content que tu dises ça. J'ai remarqué les lieux, c'est vraiment les lieux centraux du village, mais aussi de tous les villages du monde entier. Ouais. L'école, l'hôpital, la poste, l'église, le cimetière, etc. Et c'est marrant d'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas du tout remarqué. D'abord, ce qui est rigolo, c'est que nous, on parle d'un village, eux parlent d'une ville, puisque ça s'ouvre sur un carton. Donc ça, c'est déjà sur un carton, merci, qui dit une petite ville, ici ou ailleurs. Déjà, ça, donc voilà. Tout un programme. Ouais, exactement. Et un truc qui m'a choqué cette fois-ci, qui ne m'avait pas choqué les autres fois, que j'avais même pas remarqué, c'est la place que Clouzot donne à l'église. C'est-à-dire que le film commence sur un panoramique, donc on est dans le village, tac, panoramique, il cadre sur le cimetière avec l'église. Ensuite, on se retrouve dans le cimetière, là il y a un travelling, on arrive à travers la porte du cimetière, quelqu'un ouvre les portes pour que la caméra puisse sortir et il cadre sur le clocher de l'église. Donc c'est vraiment, je pense que Clouzot vraiment il aimait pas du tout l'église, quoi, tu vois, vraiment c'est vraiment pas du tout son truc, quoi. Et l'église est omniprésente, c'est-à-dire que d'abord à travers la figure de Marie Corbin, évidemment, quoi, elle est tout le temps là et elle est horrible. Elle est vraiment sèche, acariâtre. La toute première scène, c'est elle, quoi, qui crache sur une personne. On dit mais pourquoi elle lui parle comme ça ? Et c'est sa sœur, quoi. Tu vois, c'est vraiment t'es là, genre waouh, ok. Et puis après, et puis elle est infirmière et elle est détestable avec un malade. Oui. En plus un malade dont elle sait aucune empathie. C'est ça, quoi. Il y a rien, quoi. Et puis après, on évidemment, là on retrouve Clouzot. On avait parlé dans le premier épisode de Jeu de massacre. Là pour moi, c'est un peu l'équivalent, mais en film. C'est-à-dire que là, il y a tout le monde en prend pour son grade, quoi. Tous les notables. En fait, il y a une détestation des notables qui est dingue. Des notables et des autres, mais en partie des notables de l'ordre établi, de l'administration, du maire. Le maire qui fait une réunion avec les autres notables et qui se dit un peu dépourvu, donnons l'impression d'agir. Ça, j'adore. C'est vraiment ça. On peut rien faire, mais donnons l'impression d'agir parce que sinon, je ne vais pas être réélu. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la vraie vie avec l'affaire de Tulle, parce que le juge qui gérait l'affaire, quoi, celui qui menait l'enquête et tout ça, était complètement dépassé par les événements. Il parlait vachement aux médias. Tu vois, par exemple, on est dans une époque où on dit il y a trop de communication, les gens font trop de communication. Tu vois quand tu regardes ces films-là que c'est exactement la même chose, quoi. Rien n'a changé, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas tout ça qui était. Mais en fait, les moyens d'action étaient, plutôt les moyens d'inaction étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'on faisait rien, mais comme tu dis, donnons l'impression d'agir. Et c'est assez incroyable de voir la modernité du truc et de voir surtout le niveau de détestation que Clouzot a pour ces gens, quoi. Il y a une scène qui m'a choqué, évidemment celle du maire, celle aussi où il se retrouve avec le sous-préfet, où le sous-préfet dit au maire votre vision est court-termiste ou je sais pas quoi, puis après il apprend qu'il est déplacé et puis il en a plus rien à foutre. Tu vois, il est genre, je l'apprends par le journal, et j'en ai rien à foutre, comme ça moi je m'en débarrasse. Mais la scène qui est la plus choquante, je trouve, c'est la scène de l'église, celle où ils sont donc à la messe et où tu vois, d'ailleurs c'est magnifique, cette lettre qui tombe comme par magie, quoi, du plafond de l'église. Et en fait, en haut, il y a tous les notables. Je sais pas si tu as remarqué, il y a tous les docteurs. Ils sont tous là. Sûr. Ils sont tous là, quoi. Ils sont à l'étage, quoi. Voilà, ils sont à l'étage, pas mélangés avec la plèbe, quoi. Et en dessous, il y a évidemment les pauvres gens, quoi, les gens les gens de la ville, quoi, qui sont là. Et après, ils sont tous réunis dans l'arrière-salle, en train de débattre sur qui a fait quoi, qui pourquoi, qui machin, qui ci, qui là. Et t'aperçois en fait à quel point ces veules, tu sais, leurs motifs sont. Chacun essaye personne veut lire les lettres. Chacun essaie de gratter, d'accuser l'autre, de se défendre, de défendre ses intérêts. C'est-à-dire que personne ne veut lire les lettres. Tout le monde les trouve détestables, tout le monde les trouve ignobles. Alors, le nombre de fois où ils disent le coupable ne respecte même pas. Alors, et ensuite, tu mets là ce que tu veux. Tu sais, le coupable ne respecte même pas l'autorité, le coupable ne respecte même pas la religion, le coupable ne respecte même pas, je sais pas quoi, la maladie. Enfin, bref, à chaque fois, ils ne respectent même pas. Et eux, ils sont en plus en train de parler alors que la messe n'est même pas finie et l'assistant du curé vient leur dire de parler moins fort. C'est ça, quoi. Eux, ils sont détestables. Manifestement, ils ne respectent absolument pas les gens qui sont dans la ville. Ils s'en foutent, tu vois, ça les intéresse pas. Après, il a pas plus d'amour pour les gens de la ville, Clouzot, parce qu'il les traite quand même comme une espèce de meute enragée. C'est ça qui est intéressant aussi, qui reflète bien, je pense, on commence à le comprendre, la vision de Clouzot, c'est tout le monde est suspect d'être le coupable, tout le monde a un secret, tout le monde a quelque chose à se reprocher, quoi. C'est ça. C'est sa vision un peu pessimiste, pour dire le moins, mais bon, qui est assez sombre et qui reste hyper dure et hyper percutante aujourd'hui. Ouais. Et il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est un peu pédant de dire ça comme ça, mais il y a un truc que j'ai noté qui a une espèce pour moi il y a quelque chose qui relève un peu de l'existentialisme sartrien, dans le sens de l'existentialisme athée, tu vois, où en gros la manière qu'il a de représenter chaque personnage, c'est alors d'abord d'une part comment chacun joue son personnage.
Et je parle pas des acteurs là, je parle vraiment des personnages. C'est-à-dire que le préfet, je suis le préfet, tu sais, je fais un discours avec la voix qui chevrotte et le truc, enfin voilà. Le maire est maire, le médecin est médecin, etc. Ils jouent tous leur rôle, quoi. C'est comme s'ils avaient complètement intégré les codes et qu'ils les répétaient un petit peu. Ils ont choisi d'être ça, donc maintenant on joue ça, on joue cette comédie-là. Et ils se moquent un petit peu de ça aussi entre le substitut et le docteur Delorme. Bien sûr, oui. Tu sais, bien sûr. Professeur Delorme, parce qu'en fait ils sont père et fils, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Oui, c'est ça. Le docteur ne serait pas d'accord, mais le père est encore capable de te mettre une paire de claques. Exactement. Et ils jouent leur rôle. À travers plusieurs personnages, il y a des moments où Clouseau, t'as l'impression qu'il te regarde, tu sais, qu'il casse le quatrième mur et qu'il dit vous trouvez pas que c'est ridicule? Genre c'est complètement ridicule, pas vrai? Et t'es là genre mais oui, c'est effectivement complètement ridicule de se comporter comme ça. Et après il y a un deuxième pendant à ça qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est que chaque lettre commence par un cliché à propos de la personne. Donc le médecin-chef est appelé l'alcoolo, l'autre il l'appelle la canaille, tu sais, cette scène est géniale d'ailleurs entre le médecin-chef et puis je sais pas si c'est un comptable ou je sais pas qui c'est. Oui, c'est l'économe, mais c'est ça, le comptable, ouais. C'est Bonne Vie, il s'appelle Bonne Vie. Bonne Vie. Et là où ils échangent tous les deux leurs lettres, quoi. Et en fait, les lettres sont utilisées dans les jeux de pouvoir aussi, tu t'aperçois. C'est-à-dire que une fois qu'on sait le secret de l'autre, il y a en fait cette espèce de truc, on fait semblant de rien. Voilà, cette mascarade perpétuelle du vous êtes mon chef, je suis votre subordonné, etc. Tout s'écroule comme un château de cartes, tu sais, d'un seul coup, c'est complètement ridicule. Et je sais que tu voles, et moi je sais que tu couches avec ma fille. Bon, ben on va en rester là, alors c'est forcément des bêtises. C'est ça, exactement, oui. C'est une clause de style. Du coup, ouais, c'est hyper intéressant de voir comment Clouseau regarde ses personnages, enfin le dédain qu'il a pour eux, hein, clairement. Et c'est une dénonciation complètement. Il n'y a rien de sacré pour Clouseau, tu le sens, quoi. C'est ça. Et c'est là où on peut attaquer sur un peu les critiques qu'on peut avoir, mais parce qu'il dénonce pas que la délation, les lettres anonymes, mais il dénonce toutes les tares du genre humain. Il parle d'avortement. Bon, même si à l'époque c'était pas bien, on va dire ça comme ça. Oui, bien même sûr. si on a une autre vision aujourd'hui, il parle de suicide, il parle de drogue, il parle de sexe. C'est fou, d'adultère, etc. Donc c'est pas que la délation, c'est aussi les comportements de base des habitants de la ville. Ouais. Enfin, il aime pas beaucoup les bourgeois quand même. Hein. Il aime pas il aime pas plus la meute populaire, quoi, mais il aime pas vraiment les bourgeois. Il a quand même. Non, bien sûr. Ouais. Et il y a un truc qui m'a encore plus fait sourire du coup quand j'ai exploré cette espèce de chemin de l'existentialisme là en réfléchissant à ça. Et je me suis dit en fait le seul qui n'est pas existentialiste, c'est-à-dire le seul qui refuse le chapeau qu'on lui donne et qui se comporte, en fait qui se prend pas au sérieux, tu vois, qui dit oui je suis médecin, voilà. Bah c'est le Corbeau. Et oui. C'est Vorzé. C'est le docteur Vorzé. C'est le seul Vorzé qui pilote tout en fait, quoi, et qui est là, qui observe toute cette masse. C'est ça. Comme s'il nous donnait des indices en fait, pour qu'on comprenne que c'est lui ou pour que les personnages comprennent que c'est lui, quoi. Il en joue. Hein. D'ailleurs, dans la première scène à la poste, là où il parle avec Germain, où il dit j'ai reçu une lettre, moi aussi j'ai reçu une lettre, ils échangent et tout. Il dit faut que vous compreniez bien que tout le monde peut l'être, tout le monde peut être le Corbeau et tout. Et à la fin, Germain, donc Pierre Freinet, lui dit c'est peut-être vous le Corbeau. Et il lui répond mais pourquoi pas. C'est ça. Et puis ça coupe sur lui. Et tu dis quand t'as pas vu quand c'est la première fois que tu vois le film, t'es à milieu de t'imaginer que c'est lui. En fait, tu penses que c'est un gars un peu bonhomme. Et puis ça commence à sentir un peu mauvais quand il lui dit je vous aime bien, mais je vais vous faire une confidence, je me drogue. Et là tu dis oula, d'un seul coup c'est dark. Tu vois, genre waouh. Mais c'est ça qui est bien fichu aussi, c'est que les accusations, déjà les accusations qui sont dans les lettres, elles tournent beaucoup autour de Germain, parce que c'est l'étranger aussi, je pense. Il est arrivé depuis pas très longtemps dans la ville, on ne sait pas trop ce qu'il a fait avant. Non, et c'est ça qui est formidable, c'est que en fait la base de tout, c'est que Vorzé n'accepte pas que sa femme l'ait trompé, même si c'est jamais vraiment dit. Oui, mais en fait voilà, on sait pas trop pourquoi il fait ça, Vorzé. Sa motivation ou ses motivations ne sont pas trop révélées. On sait pas si il veut dénoncer des gens, ou est-ce qu'il s'ennuie et il veut s'amuser comme ça, ou est-ce qu'il veut essayer de faire comprendre quelque chose aux gens, on sait pas. Il y a aussi cette partie qui est peut-être un indice quand il revient, tu sais, où il dit tous ces trucs-là, c'est fait pour que les médecins s'écoutent entre eux. Enfin, c'est encore une fois cette espèce de truc, genre les mecs se prennent beaucoup trop au sérieux. Et puis en même temps, il dit moi, je n'ai plus cet âge et donc je suis rentré le plus vite possible. En fait, tu comprends, j'ai la sensation, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, évidemment, il y a autant d'interprétations qu'il y a de gens qui regardent le film. Mais pour moi, c'est un peu le sens, effectivement. Il y a un peu cet ennui et il y a un peu cet emmerdement, effectivement. Mais il y a aussi, j'ai quand même trouvé qu'hier, il y a beaucoup de moments où il parle quand même, où il dit je suis un vieux mari, j'ai une femme très jeune, tu vois. Et je pense quand même qu'il y a une espèce de petite frustration là. Complètement. D'ailleurs, on peut voir ce que je te disais un petit peu au niveau des personnages. Le Corbeau parle beaucoup de sexe, et les personnages féminins sont des différentes facettes, si je puis dire, du sexe. Où Ginette Leclerc, c'est la femme, Denise, le personnage Denise, c'est la femme fatale, la séductrice,
qui couche sans gêne, mais parce qu'en fait, on découvre qu'elle est handicapée, elle a un pied beau et donc elle veut dépasser ça, elle veut le cacher, elle veut montrer qu'elle peut séduire, elle veut manipuler les hommes. Laura, l'assistante sociale, c'est la femme, comme tu disais, Sainte-Nitouche, un peu coincée, la bonne épouse, qui est un peu amoureuse de Germain, mais oh là là, il ne faut pas parce que qu'en dira-t-on ? Marie, l'infirmière, donc sa sœur, qui est la religieuse, donc une femme sans partenaire, sans sexe, mais qui a été quand même fiancée à Vorzay avant, donc qui, je pense, j'avais oublié cette partie-là, c'est tellement choquant. Elle garde un peu d'affection pour lui, et on suppose qu'elle est aigrie, qu'elle est pas bien dans sa peau, quoi. C'est clair. Et la petite Rolande, qui est une adolescente, donc 14 ans dans le film, mais qui est en train de devenir une femme et qui joue un peu, pas la séductrice, mais bon, qui est en train de voir l'influence qu'elle peut avoir sur les hommes, etc. Alors c'est marrant parce que au premier visionnage, j'avais retenu du mon premier visionnage, donc quand je l'ai vu il y a 1 an ou 2 pour la première fois, qu'en fait elle était amoureuse de lui et que c'était dit. Elle était amoureuse de Germain pour moi c'était clair, tu vois. Et en fait là j'ai revu le film hier, je dis c'est plus subtil que ça. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est très malsain. Elle est aussi manipulatrice, elle est pas saine non plus, on va dire. En fait aucun personnage. Cette jeune fille, c'est ça, aucun personnage, mais même pas l'enfant. On parlait de Ginette Leclerc, du personnage de Denise. Tout à l'heure, je te disais que pour moi, c'était un peu la vraie protagoniste du film. En fait, ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est un peu aussi à contre-courant des autres. C'est-à-dire elle assume totalement ce qu'elle est. Elle assume, elle balance. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas du tout dans un espèce de... En fait, elle n'est pas bourgeoise, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans la retenue, dans le masque, l'apparence, tout ça, cette espèce de truc de côté de société. Elle cache son handicap, mais après, une fois que c'est clair, oui, elle assume... Et il y a autre chose qu'on n'a pas dit, qui est très important, je trouve, dans les femmes particulièrement, c'est la mère du cancéreux, la mère du suicidé. Oui, tout à fait. Et elle, pour moi, c'est un peu le visage... Enfin, il y a 2 choses qui te parlent un peu de comment Clouzot voit les choses. Pour moi, ça, c'est un peu le visage du peuple, quoi. C'est-à-dire, le peuple, il dit, nous, on souffre, mais on se fait aussi justice nous-mêmes. C'est-à-dire on souffre en silence. Voilà, on dit rien. Elle sait très bien qui est le corbeau depuis le début. Elle attend juste d'en avoir la confirmation, et dès qu'elle a la confirmation, elle passe à l'acte. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup choqué aussi, que j'avais pas du tout retenu de mon premier visionnage, c'est le traitement que Clouzot réserve aux enfants. Les enfants sont farceurs, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ils sont voleurs, ils sont menteurs. Tu sais, la petite, elle dit non, j'ai pas vu de lettre qui tombait et tout. En fait, elle l'a caché dans sa poche. Et il y a ce dernier plan très bizarre où on voit donc la mère du cancéreux, du suicidé, qui s'en va. Et en fait, avant, il cadre sur des enfants qui jouent aux osselets. Est-ce que j'ai pas compris, tu vois, j'arrive pas bien à comprendre si ce qu'il essaye de nous dire, c'est eux, de toute façon, plus tard, deviendront comme cette femme qui a tué pour se faire justice, ou alors si ce qu'il est en train de nous dire, c'est eux sont innocents, ne savent pas. Et connaissant Clouzot, je penche plutôt pour la première solution. Oui, c'est ça, on pourrait le voir aussi comme les enfants et puis au fond la vieille, donc la vie, le début et la fin, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? Je sais pas. Et visiblement, pas beaucoup de belles choses au vu du film. Ouais. C'est clair. Et puis on a une petite interrogation sur Laura, qui a été internée par erreur. On ne sait pas trop. Oui, on ne sait pas si à la fin, effectivement, on ne sait pas si elle s'en sort ou pas. Parce que Germain peut décider de la laisser s'il a envie. Oui, sachant que c'est lui qui a signé l'ordonnance. C'est lui qui a écrit la lettre. Voilà, c'est une petite aparté où là-dessus, ça c'est pas très important finalement. Non, c'est pas un film très joyeux. C'est clair que c'est pas un film très optimiste. Non, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est donc l'hystérie collective qui gagne le village au fur et à mesure, et qui est évidemment un parallèle du discours qu'a Vorzay, qui l'analyse d'ailleurs. Il fait une analyse médicale, une feuille de soins du village. Il mesure la température du village et il montre un petit peu comment... Peut-être qu'il voulait juste démontrer ça, en fait. Démontrer la folie des choses. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, un petit peu comme dans l'Assassin habite au 21, qui était une enquête policière, mais qui servait à dénoncer des comportements, là, c'est pareil, il y a une enquête parce qu'on doit chercher qui est le corbeau. Oui, c'est un policier. C'est un policier, mais c'est pas si important que ça. Parce que finalement, je trouve que ce qui est important, je crois, ce que veut dénoncer Clouzot, c'est les réactions des gens, les effets des lettres, etc. Parce qu'on dépasse le simple film policier. Il est considéré comme réalisateur policier, mais c'est plus que ça, quoi. Alors pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, il y a une scène qui, pour moi, l'indique très clairement, c'est la scène de la Poste, dont je te parlais tout à l'heure hors enregistrement, où en gros, il est dit clairement que tout le monde profite de la pagaille pour envoyer ses lettres. C'est ça. C'est-à-dire que t'as le corbeau, l'original, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Et puis après, t'as tous ceux qui profitent de la pagaille pour eux aussi envoyer des lettres. Et il le dit directement, le postier, il dit, j'ai vu le concierge en train d'en écrire une à ma femme. Ou je sais plus et quoi. même, on parle de chiffres, parce que moi, je me suis amusé
tu me connais, à compter les lettres, entre guillemets, les vraies lettres du corbeau. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a ça dépend comment on compte, mais il y en a une quinzaine environ. Ouais. Qu'on voit ou dont on parle dans le film. Donc c'est déjà beaucoup. Je veux dire, on parle vraiment bien de lettres anonymes. Et le docteur Vorzay part de 850 lettres en 2 mois. Oui, voilà, donc c'est énorme. Pour faire la dictée. Là. Sachant que l'affaire de Tulle, c'est 60 lettres en 3 ans, parce que ça a duré longtemps cette histoire. Hein. Ça a commencé, je crois, en 19. Oui, c'est ça. Moi, j'avais 17-22, j'avais noté. Oui, voilà, pardon, oui. C'est 17-22. Et les 3 premières années, c'est 60 lettres. Hein. Donc 850 lettres en 2 mois, oui, c'est. Non, mais clairement, il y a le contexte de la guerre, il y a tout ça. Il bosse, le corbeau. Hein. Ouais, c'est clair, quoi. Oui, il est. Non, puis bon, clairement, tout le monde en profite, quoi. C'est tout. Tout le monde en profite pour faire régler ses petits comptes, quoi, ses petites affaires. C'est ça. Et ça, c'est clairement la dénonciation que Clouzot fait. Alors, il y a une dénonciation de la bourgeoisie, comme on l'a dit, des cadres et tout ça, mais il y a aussi clairement une dénonciation des gens, d'abord de la façon dont ils traitent la meute, on l'a déjà dit, et puis la façon dont. Enfin, c'est clairement la dénonciation du comportement des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. La collaboration passive. C'est ça, exactement. Ce qui lui a été reproché, évidemment, mais d'une manière un peu paradoxale. Et ben alors, écoute, on va parler de ça immédiatement, si tu as fini, que tu n'as plus rien à rajouter. Absolument. On écoute un petit extrait du film, et tout de suite après, on discute des répercussions que le film a eues dans la société française, et pas que française. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le film est prêt, ça y est, il a été tourné, ça a été compliqué, difficile, et puis Clouzot va le sortir. Ça va être triomphal, mais un petit peu avant la sortie, il va se passer quelque chose d'intéressant. La première, c'est que, à force de s'engueuler avec la Continentale, Clouzot, il claque la porte et il s'en va. Donc, il se retrouve sans producteur. Ça, c'est quelque chose dont on parlera, je pense, plutôt pour le prochain film, parce que c'est intéressant pour Quai des Orfèvres, c'est intéressant pour tout un tas de raisons. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que, d'une part, la Continentale avait prévu une grosse campagne de communication. Encore une fois, tu t'aperçois que vraiment peu de choses ont changé. En fait, ce qu'ils avaient fait, ils avaient préparé des faux journaux, des faux titres, des faux gros titres et tout, en disant le scandale du siècle, les lettres anonymes, etc., etc. Les commandants de tour et les Propagandastafel sont pas contentes du tout. Et donc, la Gestapo parisienne intervient directement en disant arrêtez immédiatement, quoi. Parce qu'évidemment, comme je le disais au début de l'épisode, eux, ce qui les intéresse, c'est que les gens continuent d'envoyer des lettres anonymes, quoi, évidemment. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, le film va sortir. Donc je crois qu'il sort en octobre 43. Et en mars 44, donc quasiment 6 mois plus tard, deux auteurs, Georges Adam et Pierre Blanchard, qui écrivent sous couvert d'anonymat. Ils écrivent dans Les Lettres Françaises, qui est donc une revue clandestine de résistance, quoi, en fait. Hein. Et ils écrivent un texte qui est profondément anti-Clouzot, en disant que Le Corbeau était un film anti-français, en fait. Donc là, on commence à pressentir comment ça va se dérouler à la Libération. Clouzot, là, il faut s'imaginer qu'il est sans producteur, sans projet, et donc se sort ce texte. Et en fait, ça y est, à partir de là, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Le film va cristalliser un peu toutes les haines, et surtout les acteurs vont commencer à être aussi, les acteurs, les producteurs, enfin tous ceux qui ont travaillé dessus, vont commencer à être un peu la cible de pas mal d'attaques. Au final, en septembre 44, ça y est, le bruit s'est répandu et il y a même une rumeur qui dit que le film a été projeté en Allemagne sous le titre « Une ville française » et que, soi-disant, les Allemands auraient adoré, alors qu'en fait, on sait bien que non, puisque la commandante de tour ne voulait pas de ce film, la Continentale ne voulait pas de ce film. Même la Continentale, c'est ça, oui. Il ne correspondait pas à la mentalité allemande. Quelqu'un, je ne sais plus de qui, des gens qui travaillaient, je crois que c'est Alfred Greven, mais je ne suis plus sûr, disait qu'en fait ce film-là ne correspondait pas à la mentalité allemande. Donc vraiment, il n'est pas du tout apprécié par les Allemands, mais c'est trop tard, le mal est fait. Et donc là, après, c'est un peu la dégringolade, parce qu'en septembre 44, le comité de libération du cinéma commence par dresser une liste de 8 réalisateurs qui doivent cesser immédiatement leur activité. Mmh. Donc 7 de ces réalisateurs ont travaillé à la Continentale, et évidemment, Clouzot en fait partie. Bien sûr. 17 octobre 44, donc là, un mois plus tard, Clouzot passe devant la commission et donc ils discutent. Il y a 3 personnes. Alors c'est des gens, nous ça nous dit rien, mais je crois qu'il y a un Berthomieux notamment. Et il se trouve que Berthomieux n'a pas vu le film. C'est des gens que Clouzot connaît, hein, il les a fréquentés, il les connaît très bien. Et donc en fait, il s'aperçoit dans la discussion que ces gens-là n'ont même pas vu le film. Et Berthomieux lui aurait dit on n'est pas des juges, on est des instructeurs. Donc ça, voilà, ça donne bien l'idée. Ça énerve un petit peu Clouzot, quoi. Ouais, de la subtilité de la critique et de la censure. Oui, en plus, si tu veux, pendant cette audition, on lui dit
que donc c'est anti-français, machin. Il s'aperçoit que les gens n'ont pas regardé de film. Et on dit oui, mais quand même, on vous a vu saluer à la hitlérienne plein de fois. Donc là, Clouseau, il pète un câble. À partir de là, il va être condamné. Enfin, en gros, il est condamné. Il est suspendu d'activité, mais il doit être suspendu d'activité jusqu'à ce que 12 films qui sont, comment je pourrais dire ça, validés par le comité de libération soient produits. Donc c'est-à-dire qu'il y a des films qui sortent, et en gros, c'est jusqu'au 12e film, après que le 12e film soit sorti et que le comité de libération ait donné sa validation, là, il pourra recommencer à produire. Donc c'est complètement... Ouais, c'est complètement... Mais bien évidemment, bien sûr, c'est logique. Donc évidemment, là, plein de gens se mobilisent, parce que quand même, Clouseau, comme on l'a dit dans le premier épisode, il connaît pas mal de monde. Ouais. Et puis il a travaillé. Je pense qu'il y a des gens qui voient le film pour ce qu'il est aussi. Oui, il y a plein de gens qui ont vu le film et qui trouvent... Enfin, de toute façon, cette histoire, c'est juste quand dans les années 80, en gros, où le film va être réhabilité quasiment définitivement, 80-90, mais ça dure, t'imagines, ça fait 50 ans, quoi. C'est absurde. Donc là, il y a plein de témoins à décharge qui vont se succéder. Donc il y en a qui disent que le film ne plaisait pas aux Allemands, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a même Greven, quoi, qui justifie en disant mais non, nous on n'en voulait pas. Clouseau, il se trouve qu'il a pistonné quelqu'un pour travailler à la Continentale et il a caché sa vraie identité. Quelqu'un qui s'appelait Dreyfus. Il a même caché un membre d'un service de renseignement clandestin de la Gestapo chez lui. Il y a un courrier qui est signé par Sartre et par Beauvoir qui est envoyé, de Beauvoir, pardon, qui est envoyé, qui s'indigne du sort réservé au Corbeau. Jacques Becker défend Clouseau en disant il n'y a pas de raison que ce soit lui qui trinque pour tout le monde. Il y a le témoignage aussi de Claude Vermorel. Alors Claude Vermorel, personne ne le connaît, mais c'est intéressant parce que c'est un lecteur de scénario qui travaillait pour Clouseau à la Continentale et en même temps il était membre de la CGT qui évidemment à cette époque-là est clandestine. Et en fait lui il dit, je lis la citation, c'est un type qui exerçait son métier, qui était content que les Allemands lui aient offert une chance, ça n'allait pas plus loin. La faute de Clouseau est celle-ci, c'est de ne pas avoir considéré qu'un patron allemand était un patron différent des autres. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il sera quand même condamné. Donc, cette fameuse condamnation des 12 films, là. Ensuite, Pierre Freinet. Bon, alors lui, Pierre Freinet, il va devoir répondre de ces 4 films qu'il a fait avec la Continentale. Il va quand même faire 6 semaines de prison. Donc là, c'est pas très drôle. Ouais. Finalement, il reprendra son activité en 45, justement avec Henri Decoing, dont on a parlé un petit peu avant. Et lui aussi est victime des comités d'épuration pour La fille du diable. Et alors, la pire de tout, c'est Ginette Leclerc. Et là, Ginette Leclerc, alors elle, c'est une histoire un peu sordide. En fait, son compagnon ou mari ou amant, je sais pas exactement, c'est Louis Gallas. Il voulait ouvrir un cabaret à Paris. Donc, il achète le lieu, tout ça, il fait tous les travaux, machin, il ouvre son cabaret. Et en fait, une semaine avant l'ouverture, il dit « Ah oui, mais il faut que j'ai les autorisations pour l'ouvrir, en fait. » Il n'a pas fait les démarches. Évidemment, les autorisations à une semaine de l'ouverture lui sont refusées. Donc, il demande à Ginette Leclerc d'intervenir auprès de Alfred Greven, donc qui dirige la Continentale, ce qu'elle fait. Et elle signe tous les papiers pour protéger son compagnon. Et en fait, le cabaret est maintenant connu comme le cabaret Ginette Leclerc, puisque, au niveau administratif, quoi, puisqu'elle est signée partout. Et donc, à la Libération, on va lui demander comment ça se fait qu'elle travaillait, qu'elle faisait un cabaret, qu'elle s'amusait, etc., etc. Alors qu'en fait, elle n'a rien fait. Elle va quand même se taper 1 an. Alors, elle fait une année de rétention en tout, qui va être séparée entre un camp qui est à Drancy, la prison de Fresnes et la prison de Tourelle. Finalement, elle va s'en sortir, mais bon, comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, Ginette Leclerc, j'en ai jamais entendu parler, donc je pense que sa carrière... Voilà quoi, ça doit pas être... J'avoue que j'ai pas fait de recherche sur Ginette Leclerc, j'aurais peut-être dû le faire. Mais en gros, je pense que ça doit pas être brillant, parce que je l'ai... De te marquer, ouais. Voilà, à mon avis, ça a dû mettre un sérieux frein, quoi. Et en plus, c'est une femme, parce que si c'était un homme encore, bon voilà, mais ce qui n'arrange rien. On pardonne moins de choses aux femmes dans ce genre de cas, ouais, c'est sûr. On pardonne moins de choses aux femmes tout court, même, on peut le dire. Lorsqu'il demande la révision de son procès en 46, Autant Lara, donc comme j'ai dit, Sartre, Camus, Carnet, L'Herbier, Autant Lara, tout ça s'indigne de l'interdiction du Corbeau et s'indigne de la situation de Clouseau. Et ça va même jusqu'à une publication d'un article par un jeune chroniqueur qui deviendra un journaliste respecté, qui s'appelle François Chalet. Il écrit dans le Parisien libéré un article qui s'appelle « Tout ce joli monde doit être conduit au dépôt ». Et en fait, à l'intérieur, il dénonce les agissements des acteurs et des réalisateurs, enfin tous les gens de cinéma qui ont collaboré avec les Allemands pendant l'occupation. Et en gros, c'est quasiment tout le monde, quoi. Donc il dit, donc si Clouseau, c'est le sort qu'on lui réserve, et en fait, on devrait réserver ce même sort à tous ces gens-là, et c'est un truc... C'est ceux qui ont collaboré avec la Continentale, ou alors ceux qui ont collaboré avec la maison italienne qui s'appelle Scalera. Et donc là, je pense que vraiment, on se retrouve avec la quasi-totalité du cinéma français sous l'occupation. C'est un peu une manière de dire que Clouseau a pas fait plus et a pas fait moins que les autres, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est toujours facile de juger après, c'est toujours facile d'avoir un avis, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu quelque part, ça a dû être terrible pour Clouseau parce que ça devait être une situation très inconfortable, mais c'est un peu comique ou ironique que ce soit ce film-là qui... Absolument. Ça, tu me tends la perche que je n'attendais pas.
pour dire que moi, ce que je trouve avec ce film, c'est qu'il est vraiment, il est plein de paradoxes quoi, dans sa vie. Premièrement, il a été produit par la Continentale et on suppose qu'il n'aurait pas eu de visa de censure, qu'il n'aurait pas été autorisé sous Vichy, clairement. Ou d'une manière plus classique. Et en fait, c'est parce que la Continentale avait son indépendance administrative et parce que Clouzot a fait le forcing qu'il a pu avoir ce film et qu'il a pu après être considéré comme un succès. Ouais. Mais donc c'est pas du tout. Enfin, c'est intéressant de se dire ça. Mais c'est un accident, quoi. Voilà, c'est ça. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Et le deuxième paradoxe, c'est que c'est un film qui parle. Alors bon, il y a pas d'Allemands, il y a pas de guerre, il y a pas d'envahisseurs, d'occupants dans le film. Bon, on comprend quand même ce qu'il veut dire. Il dénonce la collaboration passive, mais il la dénonce justement. Et c'est anti-collaborationniste. C'est un film qui est contre. Mais oui, c'est ça qui est fou. Contre la collaboration, et on lui reproche, et à l'épuration, à la libération, il est condamné, quoi. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Et c'est un truc qui va lui coller à la peau ensuite tout le temps. Enfin, j'en parlais avec ma mère qui n'est pas du tout cinéphile, tu vois. Je lui dis on va faire un truc sur Clouzot. Elle me dit Clouzot c'était un collabo, tu vois. C'est fou. Alors qu'en fait, c'est ça. Il a travaillé, il a eu des films produits par les Allemands, ok, mais il a fait ce film. Il est anti-collaborationniste. Enfin, il dénonce la délation, il dénonce les petits arrangements, et on lui reproche d'être collabo. Bah, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu étonnant. Mais en fait, ce que je pense, c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le pense, c'est juste qu'il ose donner une vision sombre de la France de l'époque. Il ose dire que tous les Français n'étaient pas résistants. Il ose dire qu'il y a eu des collaborations. Clairement, c'est ça, puisque on dit que son film est anti-français. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il lui reproche. C'est dur d'être à la fois anti-collabo et anti-français, quoi. C'est paradoxal. Et c'est ça. Mais c'est pas impossible, parce que je te rappelle que impossible n'est pas français. C'est ça. Parce qu'on n'a pas de victoire française, mais on a des idées, donc on va dire ça comme ça. Et donc voilà, et c'est ça qu'on lui reproche en fait. Et il donne une mauvaise image de la France, mais c'est une image qui est malheureusement réaliste. Car apparemment, toute la France n'a pas été résistante, il paraît. Il paraîtrait, mais j'en suis pas sûr. Enfin, aux dernières nouvelles. Pas convaincu. Est-ce que tu as un film que tu voudrais recommander qui pourrait aller de pair avec ce film-là, qui serait intéressant de coupler? Écoute, il y a beaucoup des films évidemment qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration. Ouais. Donc je voudrais parler de La Grande Vadrouille. J'arrive même pas à être sérieux, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas celui dont je voulais parler, mais qui est Un homme de trop. Ouais. Quel film incroyable. C'est un film de Costa Gavras de 1967. Alors, petit fun fact, c'est aussi un second film. C'est exact, oui, j'avais pas fait attention. Et ça a été un bide. Et Costa Gavras a travaillé un peu avec Clouzot sur l'enfer. C'est vrai, mais oui, exact. Ils ont. Oui, il en parle dans ses mémoires. Tu pourras lire ses mémoires. Déconseillé. Je te le prêterai. Oui. Je te le prêterai. Et oui, il lui a donné son avis plutôt alors niveau scénario, relecture pour l'enfer. Ouais, mais évidemment, ça n'a pas abouti. Non. Mais donc, Un homme de trop, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça suit un groupe de maquisards qui se cachent dans la montagne. Et là aussi, je voulais le rapprocher du Corbeau, parce que ça donne une image. Ça a été un bide à la sortie, et ça a été critiqué comme étant, peut-être pas anti-français, mais comme étant donnant une mauvaise image de la résistance. 1967, tournez la page les gars, quoi. C'est ça. Parce que, évidemment, tous les résistants sont des hommes comme les autres. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent être violents, ils peuvent s'énerver, ils sont pas parfaits. Ouais. Et oui, et donc ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire en France, quoi. Ouais, voilà, on n'aime pas trop parler de ça. Merveilleux film, incroyable film, vraiment. Avec un super casting, avec des belles mises en scène. Alors je voudrais quand même juste, pour finir le pitch, parce que il faut le préciser, ces hommes-là se cachent, sont des maquisards, se cachent dans la montagne pendant l'occupation, mais surtout le film commence sur la libération en fait de gens qui sont censés être des résistants. Et donc ils sont censés libérer 12 hommes, et il y en a 13. Et donc il y a littéralement un homme de trop. Un homme de trop, et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce mec ? On n'en dit pas plus, évidemment. Non, bien sûr. On en parlait, mais voilà. Bien sûr. Et donc ils sont amenés à se poser des questions et à un peu catégoriser des gens, et voilà, et des résistants qui font ça, ça va contre l'idée qu'on aime à s'en faire. Alors moi je vais du coup choisir un autre film que j'aime beaucoup et que tu m'as rappelé quand on en a discuté, hors antenne, si vous me permettez l'expression. Un autre film sur la Seconde Guerre mondiale et sur comment se sont comportés les Français pendant cette drôle de guerre, cette guerre un peu étrange, enfin cette guerre horrible surtout, puisque c'était une guerre où on était occupé sur notre territoire, qui est Lacombe Lucien. Et je vais mal le pitcher parce que je l'ai vu il y a très longtemps, mais m'a vraiment marqué.
c'est donc un film qui parle d'un jeune homme qui s'appelle donc Lucien Lacombe. Et Lucien Lacombe, il a envie de faire quelque chose de sa vie, quoi. Il veut agir, donc il se met en contact avec la résistance, avec les gens qui sont les contacts de la résistance au sein de son village. Ça se passe dans un village du sud-ouest d'ailleurs. Et alors qu'il se met en contact avec ces gens-là, on lui fait comprendre qu'il est trop jeune et surtout qu'il n'est pas fiable, quoi. Donc on rentre pas dans la résistance comme on rentre dans un moulin. Et donc comme il a envie de faire quelque chose, il va prendre l'opposé et en fait il va aller à la commandanture et il va dénoncer les résistants. Et donc il va forcément prendre du galon et du pouvoir. Et il va vivre cette vie un peu étrange. On va s'apercevoir qu'en fait, cette vie n'est pas si différente de la vie qu'ont menée beaucoup de Français, qui étaient manifestement très à l'aise avec l'idée de l'occupant et d'aider l'occupant et un peu d'entre guillemets nettoyer la France de ces juifs, donc nos sentiments extrêmement antisémites, mais surtout en fait un film sur la bêtise, quoi, sur l'ignorance, quoi. Et les ravages que peuvent causer la frustration et le fait de se sentir à l'écart. Exactement. Alors, petit conseil quand même, ne vous regardez pas Le Corbeau, Un homme de trop et Lacombe Lucien un samedi soir. Hein. On évite de se faire des grosses soirées comme ça, parce que c'est pas rigolo, quoi. Voilà, vous allez pas vous marrer, quoi. Mais ce sont tous les trois des très grands films, et je pense qu'on peut dire que Le Corbeau est le deuxième, mais aussi un des plus grands films de Henri-Georges Clouzot. Tout à fait. Je crois qu'on a tout dit. Qu'est-ce que t'en penses ? En tout cas, on en a dit beaucoup. Écoute, alors dans ce cas-là, on s'envoie un petit extrait et puis on va conclure cet épisode. Messieurs, la situation était grave, elle devient tragique. Fini de rire. Fini de rire, vous me faites rigoler, vous. Que faire ? Mais n'importe quoi. Mais donnons l'impression d'agir. Sinon, je crains les pires conséquences. Lesquelles ? Mais la première, c'est que je serai mis en minorité samedi au conseil municipal. Évidemment, c'est regrettable pour vous. Voilà, cet épisode 2 de Ciné Essentiel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à venir mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts. C'est très important pour le référencement. Ciné Essentiel est une mini-série Cinécure produite par Vaisseau Hypersensas et nous sommes très reconnaissants aux membres du vaisseau pour leur accueil et leur confiance. David, où peut-on te retrouver ? Toujours nulle part. D'accord, quant à moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, @charledy, et bien sûr tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode de Cinécure. Le mois prochain, nous parlerons d'un autre grand film, Quai des Orfèvres. Alors, moi j'en ai déjà parlé dans Cinécure épisode 5, mais David, un petit mot sur ce film pour donner envie à nos auditeurs de le découvrir avant l'épisode ? Encore un grand film, c'est le 3e film d'Henri-Georges Clouzot et j'ai envie de dire qu'on monte en qualité. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.